te sentirais pas un peu vieux Putain, mais carrément. Crois en tes rêves, vas-y fonce, Ouais, ça va forcément. Voilà. Non, parce qu'en plus c'est faux. Mais et je dis, mais qu'est-ce que j'en ai à foutre du regard des autres, quoi. Ouais, Tu parles de ton incontinence. Joli. Donc, Je crois que t'allais dire avant le Covid et que Non, du coup non. ils sont tous morts après et que... Quand même pas, que c'est affreux, ça quand même pas. Ouais, bah j'ai eu les huissiers, voilà, j'ai tenté quelque chose, ça va pas, c'est pas grave, tu vois. Et merci à Miss Numérique de rendre cet épisode possible. Que ce soit pour de l'équipement photo comme vidéo, et que ce soit en magasin ou depuis leur site internet, tu peux être certain de trouver ce dont tu as besoin rapidement, facilement et au meilleur prix. Tu as même un choix sur de l'équipement d'occasion. Il y a aussi leur service annexe avec la location d'équipements photo, vidéo et lumière depuis leur magasin de Nancy. L'expédition se fait le jour même si tu commandes avant 17h, et puis c'est surtout un service après-vente de qualité, ainsi qu'un programme de fidélité exclusif qui te récompense pour chaque commande passée. Et si tu veux nous soutenir, n'hésite pas à utiliser l'un de nos codes créateurs qui s'affiche à l'écran. Un tout grand merci à Miss Numérique de soutenir notre podcast. Poto, si je te disais que le 40 ans de notre époque, maintenant avec les réseaux sociaux, fait que le 40 est devenu 30 ans. Avant, tu te posais des questions de te dire est-ce que je peux faire ça quand j'ai 40 ans ? Maintenant, j'ai l'impression qu'avec les réseaux sociaux, c'est plus 40, c'est de se dire est-ce que je peux encore entreprendre une nouveauté, une reconversion et le cas échéant devenir vidéaste à 30 ans. Tu te sentirais pas un peu vieux Putain, mais carrément. C'est alors moi j'ai envie de te dire quand même et on développera dans l'épisode le pourquoi. Oui, un grand oui à 30 ans, c'est un immense oui. Maintenant, est-ce qu'il faut le faire pour autant ? Ça, c'est une autre paire de manches dont on va discuter dans ce podcast. D'ailleurs, bonjour à tous les amis, bienvenue dans Split Screen, podcast de deux vidéastes pour des vidéastes, dans lequel on va parler aujourd'hui justement de cette petite spécificité de ce métier, parce que peut-être vous envisagez de vous lancer professionnellement en tant que vidéaste et vous avez 30 ans ou plus, peut-être même beaucoup plus. Ouais. Est-ce que c'est une bonne idée ? Est-ce que notre parcours à nous peut peut-être vous inspirer ? On va vous raconter tout ça et puis on va voir un petit peu ce qu'il en est de ce sujet. J'ai refait le calcul, j'avais 28 ans, moi, quand je me suis lancé en tant qu'indépendant, vidéaste full indépendant de mémoire. Ouais, si j'ai bien calculé ça, j'avais 28 ou 20 ou 29 ans peut-être. T'avais quel âge toi, poto Moi j'étais un peu plus vieux, ça fait 8 ans, j'en ai 40. Ok. Donc je devais avoir 32 ans. Ok, d'accord. Donc on est bien, quoi. On est dans la tapée en tout cas pour partager. C'est ça, c'est ça. Et spoiler, ça marche. Oui, ça marche. Ça marche, mais à quel prix ? Voilà, exactement. Voilà, qu'est-ce qu'il a fallu faire ? Est-ce que c'était peut-être aussi, on va parler de nos parcours d'avant qui ont fait que la reconversion a peut-être été plus facile, on va dire. Enfin moi, dans mon cas, il y a des choses qui ont fait que c'était plus facile, et aussi pour ceux qui voudraient le faire, des écueils peut-être à éviter et des erreurs à ne pas faire. Des précautions à mettre en place, des questions à se poser. Oui. Des questions à se poser. Premier point que j'ai envie de rappeler, alors c'est tout con, hein, mais c'est être en bonne santé. C'est vrai, c'est vrai. C'est un métier qui reste physique, mine de rien, en fait. Oui, c'est physique et puis surtout, on n'a pas vraiment le droit d'être malade. Non, carrément. C'est-à-dire que en soi, oui, je veux dire, personne va vous foutre à la porte parce que vous êtes malade. Mais c'est que, in fine, un job pas fait est un job pas payé. Est un job pas payé, et au-delà d'être un job pas payé, est un risque de s'assurer une mauvaise presse. Aussi. Je me suis déjà retrouvé avec, derrière la caméra, avec des gouttes de sueur comme ça sur le front, parce que j'étais malade, parce que j'avais de la fièvre et ce genre de choses-là, et que t'attrapes ça malheureusement un début 2 jours avant, la veille t'es hyper pas bien, et le jour même c'est catastrophique, mais tu sais pas faire autrement. Et d'ailleurs, on voyait dernièrement des stories de Jérémy The Quirky qui disait les amis, les potos vidéastes de mariage, je me suis remis en sport intensément. Ça fait toute la différence sur le terrain, quoi. Ah, mais tu sais que moi, ça a été justement le déclencheur ça fait 2 ans que je me suis remis à faire du sport sérieusement, pratiquement tous les jours. Ouais. Parce que c'était pendant un mariage, on était à la réception. Et à un moment donné, donc j'ai mon Apple Watch au poignet qui se met à vibrer, qui me met une notification qui dit votre rythme cardiaque est à 170 alors que vous semblez ne pas faire d'effort.
Et ça, en vrai, ça a été un déclic à ce moment-là. Je me suis dit, il y a un truc qui va pas. Et puis même au-delà de ça, je montais des marches, j'étais essoufflé, j'avais mal au dos. Enfin, et c'est vrai que c'est physique. Hein, le mariage, c'est en plus généralement c'est l'été, il fait chaud. Enfin, t'as tout ce truc-là. Et clairement, j'avais plus aucune endurance. Et la différence là maintenant elle est flagrante sur ça. Je sais que sur des journées de tournage j'ai plus peur en fait de manquer d'endurance. Bon, j'ai des soucis d'autres voilà, mais au moins ce problème là il est résolu. Donc c'est vrai que le fait d'avoir... Tu parles de ton incontinence. Joli, très joli, très 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 joli. Non, j'ai une épaule en carton. Mais bon, ça c'est mais tu vois, ça aussi, tu vois, avant c'est des trucs que tu vois, un petit bobo sur un genou, sur un machin qui traîne, j'aurais laissé traîner. Et aujourd'hui, je laisse pas traîner parce que justement, je pense après au boulot et je me dis que si c'est problématique pour pouvoir bosser, eh ben il faut que je trouve une solution au problème. Je peux pas le laisser perdurer. Donc c'est vrai que la santé, alors on choisit pas d'être en bonne santé, malheureusement. Il y a des gens qui sont pas en bonne santé et qui ne choisissent pas. Ça veut pas dire qu'on peut rien faire dans la vidéo, mais qu'il y a des domaines dans lesquels ça risque d'être compliqué. Des choses à mettre en place, en tout cas, des éléments à mettre en place, et surtout par rapport à la clientèle avec qui on va travailler, on va collaborer. Hein, et comme tu dis, en fait, même si tu es vraiment malade et que tu as 42 fièvres, que tu es cloué au lit, que machin, que tu te pointes pas, effectivement, ça fait toujours, même s'il y a une vraie raison, même si c'est justifié, eh ben, ça fait toujours mauvais effet, en fait, malheureusement. C'est ça, parce qu'en fait, même ton meilleur client, si t'as planté son dernier tournage et qu'il te dira je comprends, etc., s'il vient parler de toi, il dira toujours oh, il est extraordinaire, il est génial. Bon, malheureusement, le dernier truc, ça s'est pas fait parce qu'il était malade. Il va le dire peut-être d'une façon bienveillante, mais il va le mentionner. Oui. Il va le mentionner, donc en fait, c'est des choses à prendre en compte, être en bonne santé. Et c'est con de dire ça, mais c'est vrai qu'à partir de 30 ans, avant 30 ans, c'est rare quand tu commences à avoir des sensations de fatigue ou de choses comme ça. Mais à partir de 30 ans, ça commence. Voilà, ça commence des petits signes. Hein, voilà, tu fais plus la fête comme avant. Et en plus, là, tu parles surtout pour du corpo. Quand on est sur du wedding aussi, alors là, pour le coup... Pour moi, c'est pire sur le wedding. Ah ouais, c'est encore pire parce que là, pour le coup, généralement, si t'es malade, tu le sais pas une semaine avant, tu vois. C'est ça. C'est la veille. Et là, tu peux pas reporter un tournage, quoi. Tu peux pas reporter le mariage, tu vois. C'est ça. Pour moi, je vois une différence entre planter le projet d'une boîte qui, ma foi, peut souvent, entre guillemets, être refait, tu vois, voilà. Oui. Tandis qu'un mariage, tu viens le planter, c'est compliqué, quoi. Et puis là, c'est un coup à être grillé. C'est ça, voilà. Exactement. Donc c'est un bon moment. C'est très compliqué. Donc ça, les amis, c'est être en bonne santé, c'est le premier point. Il y a un deuxième point du coup qui est intéressant, c'est d'avoir un petit matelas financier aussi avant de. C'est ce que je voulais dire. De démarrer. Ah bah, tu vois, transmission de pensée. C'est ce que je voulais dire. Alors peut-être qu'on peut le partager sans aucun. Moi, j'ai aucun problème avec ça de dire que. Quand je me suis lancé, en tout cas, j'avais 2 matelas financiers, c'est-à-dire un qui était mes épargnes personnelles. J'avais 30 000 de côté. Voilà, j'ai aucun tabou à partager le fait que j'avais 30 000 € de côté quand j'ai décidé de remettre ma démission et de me lancer. Voilà, j'avais ça et je venais de signer un contrat pour l'année de filmer des EHPAD, plus d'une trentaine d'EHPAD. Ça faisait l'équivalent de 45 000 € hors TVA. De signer pour cette première année. Ça a été mon déclic, en fait. Ça a été quand j'ai chopé ce contrat-là, je me suis dit, OK, en plus j'ai eu du bol, je l'ai chopé genre 2 ou 3 mois avant que ça commence. Et donc, je crois que t'allais dire avant le Covid et que ils sont tous morts après et que... Quand même pas, que c'est affreux, ça quand même pas. Mais non, j'ai chopé ce contrat-là genre 2 ou 3 mois avant que les premiers tournages ne commencent, et ça correspondait plus ou moins à ma période de préavis que je devais faire. Oh, d'accord. Donc je crois que j'avais un minimum de 3 ou 4 mois de période de préavis à fournir, et donc tout tombait, voilà, tout était aligné. Ouais, alignement de planète. Ouais, tout était aligné. Je me suis dit, allez, maintenant c'est fait, je le fais, je me lance, j'ai envie de vivre de ça. Je sais que je vais gagner moins au début, je savais plein de choses, tu vois. Ouais. Mais je me suis dit, c'est en moi, j'ai envie de le faire. C'est maintenant. Et tu vois, moi j'avais 2 matelas aussi, mais pas tout à fait les mêmes. Alors j'ai eu le même raisonnement que toi, à savoir que j'avais un matelas financier. Je m'étais dit, en admettant que je gagne, que je fasse aucune presta. Tu savais vivre ton année. Voilà, je pouvais faire 1 an.
C'est ça. J'avais 24 000 euros. Je m'étais dit, voilà, 2 000 euros par mois, ça va. Ça va rien. C'était à peu près ce que je gagnais à l'époque quand j'étais enseignant. Et ça va être pareil. Si je bouffe du coup toute mon épargne C'est ça. et que j'ai aucun contrat. Donc je m'étais dit, je tente et on verra bien ce qui se passe. Tu t'es pris un challenge vraiment à toi. Exactement. Et après, j'avais un deuxième, tout comme toi, filet. Parce que je pense que c'est bien ça de multiplier en fait les filets de sécurité, de pas partir à la fleur au fusil. C'était que j'avais la possibilité en tant qu'enseignante de me mettre en disponibilité. C'est-à-dire qu'en disponibilité, je ne démissionne pas. Incroyable. Mais je suis plus payé. C'est ça. Mais par contre, ton poste est garanti. Voilà, le jour où je veux revenir, alors c'était pas le même poste, forcément, j'aurais dû changer d'école et tout ça, mais j'avais un job d'enseignant qui m'attendait au retour si jamais ça avait pas marché. Donc je m'étais dit, voilà, au pire, au bout d'un an, j'ai cramé toutes mes économies. Eh ben, je repars bosser et puis je remettrai de côté, je me referai un petit matelas, etc. Et j'aurais essayé. Mais j'avais cette possibilité-là. Et alors, ça a fonctionné et j'ai fini par démissionner au bout d'un moment aussi. Parce que je pouvais prendre ma disponibilité pendant assez longtemps, ce qui était assez cool. Et je l'ai gardé quelques années parce que j'avais peur, en fait. Je rappelle que je suis passé du statut de fonctionnaire, donc avec un job à vie techniquement, au statut d'indépendant, à pas savoir ce que je mangerai le mois prochain, tu vois. Oui, parce que contrairement à l'employé de bureau ayant été moi-même employé, on a l'illusion du CDI qui est une valeur sûre, tu vois, déjà parce que c'est demandé par les banques en cas d'emprunt, etc. Donc l'illusion que le CDI est une valeur sûre, alors que non, le CDI est pas plus une valeur sûre qu'un CDD. Du jour au lendemain, tu as plein de gens avec un CDI qui peuvent se retrouver licenciés, tu vois, restriction de personnel, ce genre de choses-là. Pas dans l'éducation nationale. Mais voilà, en tout cas, dès que tu es dans une fonction publique, en tout cas, en Belgique, la fonction publique, le chômage n'existe pas. Le chômage n'existe pas, c'est-à-dire que tu peux être licencié éventuellement pour faute grave, mais tu auras toujours du boulot. Si, par exemple, dans un secteur d'une fonction publique, ce secteur-là est supprimé, tous les employés qui sont dedans vont être redirigés vers autre chose. Le chômage n'existe pas. Donc, c'est certain que quand tu quittes un poste comme ça, c'est encore un plus gros. Oui, mais alors si tu veux, alors là aussi, tu vois, en termes de filet de sécurité, je l'ai pas fait n'importe quand. C'est-à-dire que je me suis laissé plusieurs années pour voir, parce que ce qu'il faut se dire aussi, c'est que les premières années, encore aujourd'hui, moi j'ai aucune année qui s'est ressemblée en fait. Oh putain, j'ai jamais, tu vois, dit tiens, cette année elle ressemble beaucoup à l'année dernière. Toutes les années ont été différentes, donc c'est vrai qu'au début ça fait peur. De se dire non mais t'as pas de stabilité. C'est ça. Alors ce qui m'a fait me dire que c'est bon, je pouvais démissionner, c'est que je me suis dit au pire, je pense qu'avec le fait d'avoir créé une entreprise, de l'avoir fait fonctionner et j'ai eu à gérer tout ce que j'ai eu à gérer, si je dois retrouver du boulot derrière, je pense que j'arriverai à me débrouiller à retrouver du boulot. Je trouverai quelque chose. Mais et puis surtout, en fait, le truc, c'est que je devais demander ma disponibilité tous les ans. En fait, je devais demander l'autorisation de tous les ans. Et ça m'a gonflé parce qu'en fait, je devais demander l'autorisation de travailler et de faire mon boulot. Et au bout d'un moment, ça n'a aucune valeur, logique. C'est ça. Mais en termes d'affect, c'était chiant de demander l'autorisation de travailler, de faire mon métier, en fait. Je trouvais pas logique d'avoir à demander à mon ancien employeur l'autorisation de faire mon nouveau boulot. Donc après ça c'est personnel. Mais du coup il y avait quand même cette sécurité là. Et pour en revenir à nos moutons, je pense que tu vois on s'est pas concerté. Mais toi t'avais 2 filets de sécurité. Moi j'avais 2 filets de sécurité. Je pense que si on peut trouver, et ils sont différents du coup, c'est ça qui est intéressant. Il n'y a pas qu'une seule façon de se faire ce filet de sécurité. Si avant de se lancer, après 30 ans, on peut se ménager justement 2 sécurités, une double sécurité qui permet de ne pas se mettre en danger. Parce qu'en plus de ça, je sais pas quand tu as commencé, moi quand j'ai commencé, j'avais que moi à gérer, il n'y avait pas d'enfants, il n'y avait pas de crédit maison, il y avait pas, donc il y avait aussi cette facilité-là. Il y a des gens, moi j'ai des abonnés qui des fois m'écrivent, qui disent j'aimerais bien me lancer, mais tu comprends, j'ai les enfants ou on va y venir à ça. Une situation familiale qui est pas facile, si jamais je me plante, etc. Donc d'autant plus dans ces cas-là, il faut avoir cette double sécurité d'une façon ou d'une autre. C'est pas forcément qu'une sécurité financière, mais une possibilité où on se dit si ça foire, je ne m'endette pas et j'ai une possibilité de retrouver. Moi, ma vision par rapport à ça, c'est de pas de dire que c'est obligatoire parce que chacun a justement sa personnalité, mais moi, ma personnalité fait que si je n'avais pas eu ça, je ne l'aurais jamais fait. Ah, pareil.
Tu vois, ça n'aurait pas été envisageable. Je n'aurais jamais, parce que déjà, de base, en faisant ça, tu prends quand même un risque. Oui, Il est quand même bien présent, sûr. tu vois, tu prends quand même un risque. Mais si en plus, tu prends un risque sans vraiment aucune sécurité, moi, je ne suis pas de cette nature-là. Je suis pas entrepreneur à ce point-là, tu vois. Oui, même moi non plus. J'ai pas cette âme de peut-être à l'américaine de dire, OK, je m'en fous, je fonce, j'ai rien derrière moi. Je l'ai pas. Je l'ai pas, donc je l'aurais pas Et fait. puis on va pas faire justement du podcast mindset, Oui, c'est ça. crois en tes rêves, vas-y fonce, Ouais, ça ouais, va forcément. voilà. Non, parce qu'en plus c'est faux. C'est-à-dire que pour toutes les histoires qui marchent, faut se dire aussi qu'il y en a pour une qui marche, Ah ouais, il y en a peut-être ouais. 50 qui foirent. Ouais. Donc et ça on a pu le voir aussi nous. Enfin moi j'ai vu des vidéastes se monter et puis des vidéastes arrêter parce que il y avait pour des raisons X ou Y, pas forcément que des problèmes de fonctionnement, mais c'est pas parce que tout le monde dit, tu les vois les pubs là sur Insta où les mecs disent deviens monteur et gagne 4000 balles par Ouais, mois c'est à ça. monter des vidéos, où tu te dis mais ouais, il y en a qui vont y arriver juste en faisant du montage à faire ça. Combien? Dans le lot, combien? Très très peu. Donc c'est pas pour décourager les gens, mais le fait d'avoir justement d'essayer de ménager une sécurité quelque part, comme tu dis, c'est propre à chacun. S'il y a des gens qui veulent prendre des risques, c'est totalement leur droit aussi. Mais pour des gens qui seraient comme nous un petit peu plus frileux ou qui hésiteraient, il y a des possibilités justement de se ménager des portes de sortie en cas de souci, quoi. C'est ça, ouais, ça c'est important. Tu mentionnais tout à l'heure l'aspect justement, le contexte, peut-être un contexte familial. Moi, je me suis noté en tout cas que donc dans le contexte familial, dans le contexte, on va en placer deux. On va dire déjà, imaginons que de base, tu as un boulot classique où tu fais 8h, 18h, ce qui moi était mon cas. Le fait d'avoir ce boulot-là 8h, 18h, pour moi, n'est pas une excuse pour le fait de ne pas imaginer une reconversion, de commencer en fait ta reconversion en après-journée. Pour moi, c'est pas une excuse parce que moi, c'est ce que j'ai fait par exemple. Tu vois, c'est-à-dire que ce soit après 18 heures en allant, en commençant à filmer des événements, ou que ce soit le week-end, tout simplement en m'informant sur YouTube et en pratiquant dans mon jardin, tu peux pas avoir J'aurais d'excuses. trop aimé te voir pratiquer dans ton jardin. Écoute, voilà, c'était comme ça. Mais même encore maintenant, je le fais toujours. Donc de toute façon, quand je dois continuer à tester des trucs, je peux encore le faire dans le jardin. Mais donc pour moi, le fait d'avoir déjà un boulot n'est pas du tout une excuse par rapport au fait de ne pas savoir se reconvertir. Et surtout, alors je ne sais pas exactement comment ça se passe en France, mais moi je me souviens en Belgique, quand j'étais encore employé, il y avait un des autres collaborateurs qui lui en fait voulait commencer à se former au niveau de l'électricité en fait si tu veux, et lui était aussi employé comme moi avec les mêmes horaires etc. Lui donc moi j'étais dans l'univers automobile, moi j'étais sur la partie vente, lui était sur la partie justement manutention, et il avait expliqué cette volonté là en fait justement à notre employeur, et l'employeur lui avait dit non, donc il avait demandé pour partir 1 heure plus tôt par semaine. Okay. Pour justement assister à des cours du soir en électricité etc. Et l'employeur avait dit, ben non, c'est pas possible d'un point de vue équipe, non, c'est pas possible. Et en fait, ben il y a eu un jour où il était 17h et c'était le jour de son cours du soir, de son premier cours du soir, et il est arrivé, il a dit, à demain tout le monde. Et là, notre employeur a dit, mais qu'est-ce que tu fais, tu pars pas? Si. Je pars, c'est un droit légal, le droit à la formation, c'est un droit légal, on peut avoir ça. Et le gars est parti. Bon après ça a vraiment fait une situation de conflit, mais qui s'est bien dénouée à la fin. Mais en attendant, il existe des droits qui sont présents pour les employés qui veulent se former en après-journée, que ce soit par rapport à une activité qu'ils ont peut-être envie de faire et qui est complètement différente de ce à quoi ils font au quotidien, ou tout simplement pour amener peut-être un plus dans leur job et peut-être une upgrade. Donc il y a déjà le fait que même en tant qu'employé, tu peux toi-même regarder quels sont tes droits liés à la formation. En France, il y a des trucs comme ça. Alors par contre, je connais pas les détails, donc je ne vais pas m'aventurer sur un sujet que je connais pas, mais s'il y a des gens qui savent un peu comment ça marche, s'il y a des ressources, mettez dans les commentaires. Mais en France, il y a aussi du droit à la formation. On cotise pour de la formation. C'est ça. Mais comment ça fonctionne exactement, moi, je m'en suis jamais vous avez déjà votre poule aux œufs d'or, qu'elle est le CPF. Le CPF, ouais, voilà. Ouais, le CPF. Ça, c'est ouf, quoi. Ça peut être bien. Après, en tant que aussi, nous, on a des droits à la formation en tant qu'indépendant et avec les OPCO, etc. Mais ça, avec des chèques formation. Moi, j'avais commencé justement comme ça. Le gros avantage que j'ai eu quand je me suis formé, c'est que, alors à l'époque, j'ai fait une petite transition après l'éducation nationale. J'ai été consultant pour Microsoft Éducation. Ok. Et j'avais, on va dire, 90% de mon boulot qui était du télétravail. Génial. Et travail que j'arrivais à faire très rapidement.
ce qui me laissait beaucoup de temps pour moi. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à me passionner un peu pour la vidéo. Et donc c'est vrai que ça me laissait beaucoup de temps pour pratiquer. Donc là pour le coup, c'est clairement un énorme privilège que j'ai eu à ce moment-là parce que j'avais beaucoup de temps pour me former. C'est quelque chose qui est pas forcément le cas comme ton collègue effectivement qui peut le faire qu'après le boulot le soir. Moi, je t'avoue, j'avais des journées qui étaient relativement courtes. Ah ouais. Et au niveau du travail, et du coup qui me laissait beaucoup de temps derrière. Et même j'ai réussi à mixer les deux, c'est-à-dire que j'ai essayé j'ai proposé en fait à Microsoft de réaliser des tutos vidéo YouTube. Ah oui, donc en fait, tout s'est goupillé, quoi. Voilà, sur leurs outils, ce qui les arrangeait énormément parce que ça leur faisait des ressources, etc., qu'ils pouvaient partager. D'ailleurs, sur ma chaîne, si tu remontes tout en bas je me souviens, de ma chaîne, tu me trouves avec mes anciennes lunettes et tout, et plein de cheveux, et en train d'expliquer comment fonctionne OneNote ou comment t'imprimes avec une tablette. Et donc, si vous voulez vous amuser, scrollez jusqu'en bas de ma chaîne et vous allez bien rire. Voilà. Et donc, si tu veux, c'était là aussi un petit alignement de planètes, mais quelque part aussi... il y a le fait d'avoir des opportunités et le fait de se préparer aussi aux opportunités. C'est-à-dire que dans ma tête, depuis un moment, j'étais psychologiquement prêt à arrêter mon job de prof. Donc j'étais prêt à saisir une opportunité. Et quand j'ai eu cette opportunité de bosser pour Microsoft, j'ai pas réfléchi sans 7 ans. Je me suis pas posé des millions de questions à savoir qu'est-ce que je vais faire, machin, est-ce que ça va être bien, est-ce que ça va me convenir. Non, c'est une expérience, c'est une opportunité. Je prenais pas de risque parce que c'était un autre boulot, j'étais en dispo, machin, tout ça. Hop, je vais chez Microsoft. Et le fait d'avoir saisi cette opportunité-là, j'ai eu la chance de tomber sur un boulot qui me laissait du temps à côté pour essayer d'autres trucs. Le fait de faire de la vidéo et de tout simplement de proposer en fait à mon employeur de l'époque, tiens, je pourrais vous faire une vidéo, et ça mangeait pas de pain. Au pire, il m'aurait dit quoi? Il m'aurait dit non, pas besoin. Et je continue à faire mon truc et c'était pas un problème. Mais de proposer. Et en fait, il y a cette dynamique aussi les opportunités viennent pas forcément. Bon, on va pas mentir aux gens. Tu dois te créer ton opportunité. Mais c'est pas forcément les créer, mais c'est y être préparé. En fait, préparé dans sa tête à se dire, si demain il y a un truc qui se propose, je réfléchis pas trop, je dis oui. C'est ça. Et surtout, en fait, de simplement ne pas avoir... Enfin, moi, je me souviens de situations où je terminais le boulot à 18h et t'avais mon sac d'équipement vidéo qui était dans le coffre de ma voiture et je partais sur un événement pour couvrir l'événement. Et c'était mes premiers trucs, tu vois, et je montais le week-end. Enfin, c'était où je montais après 18h en semaine. C'était dingue de chez dingue. Et c'est surtout, en fait, que j'ai jamais vu tout ça comme étant une montagne de base. Je l'ai découvert avec le temps que c'était quand même une sacrée montagne à franchir. D'ailleurs, si je devais le refaire maintenant en connaissance de tout, je sais pas si je le referais, j'en sais rien, je sais pas du tout. Mais sur le moment même, voilà, tu te lances dedans, tu te lances dans l'aventure. Puis tu réfléchis pas trop parce que à ce moment-là, t'es passionné aussi. T'es passionné. T'es passionné. Moi, je me rappelle je crois que c'était le premier film de mariage qu'on a fait. On est rentré, je crois, à 3h du matin. Et vers 6h, il était monté parce que je m'étais pas couché. Ah bah ouais. Et parce que j'avais qu'une envie, c'était de voir mes rushs. Et puis, en voyant, ça fait quoi si je m'essuie là, et là, machin. Alors quand je revois le truc en question, je me dis, j'aurais mieux fait de dormir et de me poser un petit peu et de faire quelque chose. Mais sur le moment, tellement, en fait, dans la passion et dans ce truc de gamin de dire, ah, vas-y, j'y vais, que du coup, en fait, tu fonces, tu réfléchis pas trop, quoi. C'est ça. Et alors moi, c'était pas d'expérience personnelle à l'époque parce que j'étais pas encore papa, mais même le fait d'avoir des enfants, moi j'ai vu ma voisine avec 2 enfants démissionner et créer du jour au lendemain sa propre boutique d'objets de décoration d'intérieur, etc. Et maintenant, c'est nickel, quoi. C'est burné quand même. Hein. C'est burné, mais tu as des exemples de personnes, tu vois. Donc, même quand on a ça, il faut pas, en fait, essayer de procrastiner et peut-être de se trouver des excuses. Si on a vraiment envie de faire ça, il faut au moins essayer de tenter les premières démarches. Tu vois, c'est-à-dire le peu de temps qu'on a, on essaie de le consacrer à ça. Tout en sachant que y a, en termes de méthode et de ce que tu peux faire, comme tu dis, il y a l'exemple de ta voisine qui est un exemple, je vais pas dire extrême, mais qui est un exemple quand même risqué. C'est un peu comme les placements ou des trucs comme ça. T'as des choses risquées, t'as des choses un peu plus sûres, et en fait t'as tout un éventail. C'est une histoire, c'est de doser le risque en fait. Quelle dose de risque on est prêt à mettre. L'avantage, je trouve, c'est que quand tu fais un placement, plus le risque est gros, plus tu peux gagner gros, plus le risque est faible, moins tu gagnes.
Là, ça n'a rien à voir. C'est-à-dire que tu peux prendre un risque très faible et t'en sortir très bien et gagner beaucoup, tout comme tu peux prendre un risque énorme et te planter totalement. Et avoir ou que ça fonctionne, mais que ça fonctionne pas forcément de ouf. Donc si tu veux se dire, moi j'ai quand même tendance à dire aux gens, prenez pas trop de risques quand même, Mais tu vois. ça, en fait, c'est culturel. Hein. Oui, On n'imagine pas du tout, en tout cas, le même genre de débat aux États-Unis. Ouais, mais puis, enfin, il y a aussi le fait que, dans ce podcast, on parle souvent des dérives des réseaux sociaux. Mais il y a tellement de gens qui assènent. Ah oui, qui te vendent du rêve. Qu'il faut prendre des risques. Ouais. Que il n'y a pas de réussite sans prise de risque, que machin. Alors, il faut en prendre un peu. À un moment donné, toute entreprise est un risque. Enfin, Oui, tout dans toute démarche. Ouais. Toute démarche dans la vie. Demain n'est pas une promesse, hein, Voilà. c'est universel. Hein. Mais moi, j'ai envie quand même que dans ce podcast, on soit un peu plus raisonnable et qu'on incite les gens à l'être aussi, à se dire ne prenez pas des risques inconsidérés. C'est pas parce qu'on prévoit et qu'on anticipe des portes de sortie qu'on part des fétistes. C'est ça. C'est heureusement d'ailleurs parce que pour le coup ça serait dramatique. Mais le fait d'anticiper, de se dire dans sa tête ça peut ne pas marcher. Ça veut pas dire qu'on est un loser ou qu'on n'a pas le mindset. Moi, je ne vois pas ça. Moi, je ne vois pas ça en fait. Si tu veux, le fait de se mettre les filets de sécurité. Moi, j'ai jamais vu ça comme étant pointer du doigt la possibilité de l'échec. Mais j'ai vu ça comme le fait de me dire, je peux dormir chaque soir tranquille. Moi, je l'ai clairement envisagé comme un échec, mais l'échec ne me pose aucun problème. Enfin, pour le coup, si je m'étais planté, je me serais planté, mais j'aurais eu la satisfaction d'avoir essayé. Et surtout, je serais reparti à ma vie d'avant. En fait, il est là la différence, c'est que faut pas tout miser. C'est pas un pari. En fait, c'est pas un pari sportif, c'est pas du casino, quoi. Ouais, je pense aussi qu'il faut pas avoir peut-être. Enfin, moi, j'ai jamais eu. Plus j'avance dans le temps et moins j'ai d'ego personnel dans le sens où si demain tout s'effondre et je dois retrouver du travail, si pour certains types de travail sont considérés comme ingrats, moi, tant que j'y éprouve du plaisir, moi, tu peux me mettre n'importe où, j'ai pas de problème. Il y a aucun, moi je ne vois, il y a pas de sous-métier en fait. Ah ouais, totalement. Pour moi, il y a aucun sous-métier. Quand je vais parler à quelqu'un qui est riche à millions, je vais le tutoyer de la même façon que quand je parle à la personne qui vient me livrer mon colis Amazon. Aussi haut qu'on soit assis, on n'est jamais assis que sur son cul. Voilà, exactement. Tu vois, c'est vraiment, on va tous à la toilette de la même façon. Donc, pour moi, il n'y a pas de sous-métier, il y a rien qui est ingrat à ce niveau-là. Contrairement à justement ce qu'on nous vend sur les réseaux sociaux, de vouloir toujours cette course en effet à l'argent. Alors, c'est pas du tout des discours de gauchistes ou quoi que ce soit. Moi, c'est juste ma vision des choses. Moi, tout le monde est au même niveau. C'est pas parce que t'échapperas pas à la mort pour autant, en tout cas pour l'instant. Oui, ça changera. Oui, ça pour le coup, ça changera strictement rien. Voilà. Donc il y a ça. Je mentionne aussi moi ici d'expérience personnelle, c'est qu'il faut pas avoir peur que les 5 premières années, il faut taper dedans, quoi. Ah oui, ça c'est. Les 5 premières années, il faut taper dedans. Disons qu'en fait, la différence avec le salariat, la première différence, c'est que pour le coup, personne te dit quoi faire le matin. Ou va venir t'aider si ça va pas. Enfin là, pour le coup, tu es tout seul et il y a que toi qui est en capacité de faire bouger, évoluer les choses. Ça, c'est une certitude et il y aura personne pour t'accompagner parce qu'il y a en plus de ça tellement de gens qui aujourd'hui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat. Il y a des structures qui t'accompagnent. Moi, je sais que j'avais eu la chance, il y avait à côté de chez moi une pépinière d'entreprise. Ah, top. Et j'avais rencontré par hasard. Vous appelez ça comme ça en France, une pépinière? Ouais. Nous, on appelle un accélérateur. Ça existe aussi. Ok, mais d'accord. il y a les deux termes. Et j'avais rencontré en fait la sœur d'une amie de collège en fait qui travaillait là et qui m'avait proposé gratuitement en fait un rendez-vous. Je crois que c'était toutes les trimestres ou tout comme ça pour faire un point où je lui racontais un peu ma vie d'entrepreneur et elle me donnait 2-3 conseils et tout ça. Et c'était vachement chouette. Mais sinon en dehors de ça, j'ai eu aucun accompagnement. Donc c'est vrai que pour beaucoup de gens, c'est pas facile en fait de se lever le matin et d'avoir rien de particulier. Une rigueur en fait. Moi, ce qui m'a beaucoup aidé, c'était un reliquat de mon ancienne profession. Je travaillais avec mes élèves avec ce qu'on appelle des plans de travail, que je vais pas détailler là-dessus, mais en gros, il y avait une espèce d'emploi du temps que les élèves se faisaient eux-mêmes pour se gérer le temps de travail dans la semaine. Et donc, en fait, j'ai tout simplement appliqué ça à moi. Et je me suis fait des espèces de tâches à réaliser. Je me suis imposé un emploi du temps, en fait. C'est ça. J'ai recréé, en fait, ces conditions où on m'imposait, entre guillemets, des choses.
Mais sauf que je me les imposais à moi-même pour pouvoir faire quelque chose. Parce qu'effectivement, si tu commences à dire aujourd'hui j'ai pas envie ou machin, ça tu peux le faire un peu plus tard, tu vois. Des fois parce que tu sais, ça m'arrive aujourd'hui de le faire, de dire aujourd'hui je pas envie de travailler, j'ai pas d'impératif de tournage ou un truc comme ça. Vas-y, aujourd'hui je travaille pas, je fais autre chose. Et ça m'arrive de le faire, mais je sais très bien que si je le fais pas aujourd'hui, ça veut dire que demain, il faudra que je bosse 2 fois plus que ce que j'avais prévu. Et bon, du coup, des fois, tu pèses le pour et le contre et tu te dis, est-ce que je répartis l'effort ou est-ce qu'aujourd'hui, j'ai vraiment pas envie et demain, je suis prêt à bosser double. Voilà. Et aussi, le fait de se dire qu'en termes d'heures, il faut pas les compter, c'est ça. bah, Si dans les moi, il aura fallu 5 ans pour que je commence à lever le pied. Mais si dans les 5 premières années, tu te dis, je fais ça pour travailler moins que 38 heures semaine, t'es pas bon, hein. Non. T'es pas bon du non, tout. non, non. Donc, Alors, voilà. après, pour pas faire peur aux gens non plus, le gros avantage, c'est quand tu es à ton compte. Alors certes, tu fais beaucoup plus que 39 heures ou 35 heures ou machin, t'es plus dans les entre 50 et 70. C'est ça. Mais comme techniquement, tu bosses pour toi et tu bosses pour un truc qui te passionne, t'as beaucoup moins l'impression de travailler. Et c'est piégeux aussi. C'est grave piégeux. Parce que, en C'est fait, grave au piégeux. début, on n'a pas l'impression de travailler. C'est ça. Et au bout d'un moment, ça peut devenir problématique. Ça peut être, il y a des gens qui font des burn-out, machin, tout ça. Donc, le rapport au temps de travail est pas du tout le même. Faut en être conscient. Faut être conscient qu'il va falloir beaucoup travailler et qu'il va falloir soi-même, en fait, se donner des objectifs. Mais être conscient aussi que c'est pas déplaisant. C'est pas déplaisant, mais en effet, il faut se dire que, ok, on fait ça dans une démarche de passion parce que c'est notre passion, mais il faut tout le temps se rappeler aussi que, ok, mais ça devient notre boulot. La passion, elle va pas payer notre maison fin du mois. Donc, en fait, de temps en temps, moi, je trouve que c'est important, ou en tout cas au début, c'est d'essayer de refaire son rapport de calcul en disant, ok, d'accord, donc là, ici, j'ai essayé de quantifier mes heures cette semaine, j'ai gagné autant sur le mois, j'ai travaillé autant sur le mois. Si je le compare par rapport à mon ancien boulot, est-ce que je suis moins bien ou est-ce que je suis mieux? Tu vois, juste refaire une comparaison pour simplement se refaire un petit état d'esprit, de se dire, ok, je suis toujours dans la passion, mais est-ce que cette passion-là va pas me bouffer? Tu vois, Tu sais que moi, j'ai jamais réussi à savoir combien je faisais d'heures par semaine. Moi non Je plus. me suis jamais, je sais qu'il y a des applications comme ça où tu lances un timer et tu coupes et ça me gonflait tellement de compter que du coup, je l'ai jamais fait. Je suis incapable de dire combien je fais d'heures par semaine. Parce que déjà, en fait, il y a des tâches que je fais que je ne sais pas si je dois les associer vraiment à mon boulot, tu vois. Ouais. Donc, il y a... Ouais, quand tu scrolles sur Insta et que tu regardes ce que font C'est ça. les tendances actuelles, etc. Ou quand tu regardes une vidéo qui est formatrice, Ouais. qui va t'aider dans ton travail, mais que tu regarderais déjà de base par passion. C'est du pro ou du perso. Tu vois, c'est du pro. Donc, il y a Ouais. beaucoup de choses, en fait, que c'est compliqué. Des fois, la barrière, elle est floue. Des fois, la barrière, Ouais. elle est très, très floue. Je disais aussi, je me suis mis comme petite note qu'en se lançant à 30 ans, et justement, de fait de quitter des choses qui sont un peu pérennes, sereines, c'est aussi dans le choix, en fait, de son équipement. De ne pas oublier, en fait, que même si on se lance par passion, même si on se dit, parce que forcément, on a des termes qui arrivent de par soit si on a un comptable ou d'autres entrepreneurs qui vont dire, c'est la boîte qui pèse, c'est des frais, fais des frais. Moi, si je tombe sur un comptable qui me dit fais des frais, je change de comptable déjà. Moi, je fais des frais. Ouais, mais tu sais, qui va te dire du style, mais non, ça, achète-le, t'as besoin de frais. Oui, d'accord, ok. Mais c'est de tout revoir comme étant un investissement aussi. Oui. Et surtout, par rapport à l'équipement qu'on va acheter, de ne pas se griller. Moi, ça me viendrait, même encore à l'heure actuelle, il y a très très peu d'équipements, en tout cas, que j'ai ici, que si on me les vole, je ne suis pas capable de les racheter demain, tu vois. Tout à fait. Je suis pas dépendant directement de l'assurance. Oui. Donc c'est mais important. Hein. Et puis surtout, en fait, savoir dans quoi acheter. C'est-à-dire que démarrer en achetant une Arri Alexa, ça n'a aucun sens. En fait, il faut dimensionner. En fait, on dimensionne son matériel par rapport à sa clientèle. Je te prends un exemple. Si demain, tu prends, alors je vais te dire peut-être une énorme connerie parce que j'y connais rien en bâtiment, mais un mec qui se monte à son compte et qui va faire des petits travaux, des petites choses chez les gens, tu vois, boucher des trous, refaire, j'en sais rien. Il va pas aller acheter un semi-remorque pour son matériel, tu vois ce que je veux dire. Il en a pas besoin. Par contre, si à force de faire des choses, il a des demandes récurrentes pour des projets plus gros, avec d'autres dimensions, là, il va pouvoir dimensionner son équipement en rapport avec sa demande. Mais l'erreur, souvent,
elle consiste à penser que parce que j'ai du gros matos, je vais avoir les gros plans. C'est l'inverse. C'est parce que on me propose des plans conséquents que je dois avoir le matos qui convient. Et parfois, le matos qui convient, c'est pas forcément le plus cher. Et ça, c'est une erreur très 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 fréquente. Pour faire des fois des très grosses prestats, on n'a pas forcément besoin de plus qu'un appareil à 2500 balles. On n'a pas forcément besoin il y a des trucs, une GoPro suffit. C'est-à-dire, quand tu fais des trucs sportifs où tu dois mettre de la caméra embarquée, tu peux mettre de la GoPro, tu peux te permettre de mettre de la GoPro. Peut-être pas que, tu as des choses à faire, etc. Mais ne pas tomber dans l'écueil de se dire je vais acheter tous les trucs dernier cri pour pouvoir choper des super contrats, c'est pas dans ce sens-là que ça marche. Mais tu sais que quand j'étais employé, donc j'étais dans l'univers automobile, j'avais aussi une voiture qui était mise en place par mon employeur, tu vois, j'avais un véhicule, un chouette véhicule à l'époque. Quand je suis devenu donc quand j'ai fait mon passage d'être indépendant, il y a eu un moment où je suis parti un matin, donc j'avais fait toutes mes recherches en amont, tu vois, de me dire, bah écoute, il va falloir que je m'achète un nouveau véhicule. J'avais fait mes petites recherches en amont. Je pars un matin, je dis à Caro, je vais faire 2-3 courses, je reviens genre 1h30 plus tard, et je pose un truc sur la table, et elle me dit, c'est quoi? Bah c'est mon bon de commande, je viens d'acheter une voiture. Et je venais d'acheter en fait un Dacia Docker. Okay. Tu vois, une camionnette, donc un petit camionnette, donc un Dacia Docker, je crois que j'avais payé ça 12 000 € hors TVA, tu vois, je venais d'acheter en neuf, donc j'allais le recevoir, et elle me dit, mais t'as acheté une voiture comme t'as acheté du pain? Bah, je dis oui, parce que déjà, je le vois pas autrement que comme ça, et elle me dit, et pourquoi est-ce que t'as acheté ça? Bah, je dis, parce qu'avec ça, en fait, je suis pas à genoux. Déjà, c'est de l'utilitaire, je sais le déduire à 100%. Le premier du mois, le petit crédit que j'ai fait dessus, je vais pas le voir passer, et elle me dit, et t'as acheté une Dacia? Je dis, qu'est-ce que j'en ai à foutre? Parce que bon, à l'époque, Dacia, c'était pas encore maintenant que Dacia, c'était maintenant, c'est pas mal. C'est pas mal. Mais et je dis, mais qu'est-ce que j'en ai à foutre du regard des autres, quoi. Je dis, j'en ai rien à foutre. Je dis, moi, le nombre d'entrepreneurs qui, dès le départ, achètent une grosse bagnole et se mettent à genoux à cause de ça, je dis, moi, je suis pas comme ça, en fait. Et puis surtout en vidéo, tes clients, ils connaissent rien au matos techniquement si t'embauches, donc ils savent pas que ta caméra, elle a peut-être 4 ans. C'est ça. Et que tu l'as payé 800 balles sur le bon coin. C'est ça. Nous, notre premier appareil photo qu'on a acheté avec Marie, on l'a acheté d'occasion. C'était donc il y a 7 ans, c'était un 5D Mark III. À l'époque où tu avais tous les hybrides qui sortaient, il y avait la 7S2 déjà qui était machin, tout ça, il y avait tous ces trucs-là. Un 5D Mark III d'occasion avec 2 optiques Tamron, et on a fait avec pendant un petit moment. Et c'est quand on a commencé à avoir des plans et qu'on a pu mettre de côté les recettes qu'on faisait, où là on s'est dit bon on va peut-être passer sur un truc un peu plus au-dessus. Mais là en fait on avait acheté un truc d'occasion, pas trop cher, qui nous a largement permis de faire le job, et personne ne nous a jamais dit ah vous utilisez ce vieil appareil photo. Mais personne, jamais. Donc et à la limite, tu vois, s'il y a un truc sur lequel il faut investir, c'est de l'éclairage. Ah, mais tu vois, carrément, par exemple, de l'éclairage, ça c'est un truc, du son, des micros, des machins, tout ça. Ouais, là pour le coup, on peut y aller. Mais clairement, en fait, il faut dimensionner ses achats. Enfin, encore, je dis de l'éclairage, mais si tu fais que de l'outdoor avec des trucs, pas forcément, tu vois. Mais il faut dimensionner ses achats en fonction de ses prestats. Et quand on te propose une prestation qui nécessite un achat, là. Ok. Et tu l'amortis dans ta facturation. C'est ça. Mais donc toujours de voir ça sous forme d'investissement et en effet ne pas griller son budget, parce que je connais des gens talentueux qui ont déjà acheté des caméras de l'ordre de 5-6 000 € à crédit, tu sais, des paiements en plusieurs fois. Nombreux le font, et d'ailleurs c'est presque, moi je fais toujours le comparatif que en France, c'est presque culturel, en fait, le paiement en plusieurs fois. Il y a rien de choquant que chez nous, en Belgique, alors c'est pas que c'est une honte, mais c'est beaucoup plus tabou. On va jamais dire qu'on a acheté quelque chose en plusieurs fois. C'est pas dans notre ADN de dire qu'on a acheté un téléviseur chez Carrefour en plusieurs fois. Okay. C'est pas du tout dans les mœurs chez nous. Moi, c'est pas dans les miennes non plus, mais c'est mon côté belge. L'appellation PNF, elle n'existe pas en Belgique. Okay. Tu vois, paiement en nombre de fois, ça n'existe pas. Tu vois, c'est vrai, c'est 100% français. Mais c'est vrai que dès le début, quand tu as des gens qui font déjà un investissement avec du PNF, je me dis waouh, enfin c'est bien si tu le fais. Moi, je n'oserais pas le faire. Donc c'est pas, enfin techniquement, tu peux en avoir besoin. Parce que c'est vraiment, tu peux partir avec, mais ça veut dire que du coup, ce qu'on disait de la sécurité financière de départ,
bah il y a rien. C'est ça. Donc c'est que dès le départ, tu pars quand même avec un risque important. Et en plus de ça, ça veut dire que tu pars sur quelque chose dont t'as pas forcément les moyens au départ. C'est ça. Ou alors que tu pars sur du trop. C'est-à-dire que t'as ta réserve entre guillemets, mais t'es parti sur un matos surdimensionné qui fait que ta réserve ne te permet pas en fait de l'acheter. Or aujourd'hui, t'as tout un tas de boîtiers, de solutions, d'occasion, de sites, de location qui te permettent, même la location. Tu peux très bien commencer en faisant de la loc en fait, à condition d'habiter dans une ville, exactement, une grande ville où il y a des endroits où tu peux louer. Mais même ne serait-ce qu'avec de l'occasion. Et puis on parle toujours du plein format comme étant la panacée. Moi, ma Red Komodo, c'était de la Super 35 et personne n'a jamais fait la même moindre réflexion sur le fait que c'était pas du plein format. Donc si tu veux, aujourd'hui, t'as des boîtiers APS-C qui sont hyper puissants, même du micro 4 tiers, qui font des trucs incroyables. Donc je pense qu'il y a moyen de se faire un bon setup sans se ruiner et sans faire de crédit ou de paiement en plusieurs fois. C'est ça. Je crois que c'est un des éléments les plus importants, c'est pas de se mettre à genoux dès le début. En fait, toujours se dire, est-ce que les choix que je fais maintenant, est-ce que je peux dormir sereinement la nuit? Et si, même avec du très haut risque, on est une personnalité qui peut bien dormir la nuit, moi j'en ai connu tout plein, des personnes comme ça qui... Enfin non, je vais pas dire tout plein, j'en ai un en tête où je le voyais le matin et il avait eu les huissiers la veille. Et c'est juste parce qu'il me le dit, sinon ça se voyait pas. Et crois-moi que je savais très bien qu'à aucun moment il pouvait aller se jeter d'un pont, tu vois. D'accord. Lui il se disait simplement, ouais ben j'ai eu les huissiers, voilà, j'ai tenté quelque chose, ça va pas, c'est pas grave, tu vois. Donc il y a des personnes. Alors que toi comme moi, on est en position fétale en train de pleurer. Ouais, c'est ça, ouais, voilà, exactement. Donc il y a des personnes qui sont beaucoup plus fortes à ce niveau-là et qui voient toujours la vie comme un grand challenge, peu importe l'âge qu'on a. Mais c'est vrai que nous ici, on voulait transmettre déjà notre expérience parce qu'on avait commencé dans ce créneau-là. Et le fait que voilà, on avait tous eu, avec des parcours différents, en fait un alignement de planètes. Ouais. Donc je crois que c'est peut-être auquel on était préparé. Voilà, donc c'est-à-dire, je crois que la première étape, c'est que le temps disponible que chacun a, ça serve en tout cas de préparation pour que le jour où il y aura cet alignement de planètes, on puisse dire, ça se présente là maintenant, je le fais. Voilà, je suis prêt, j'y vais. Bon, je pense qu'on est bien. Hein. C'est pas mal. Écoute, en tout cas, on peut dire aux gens aussi que si ça leur a plu, ils peuvent aller voir un autre épisode du podcast qui s'affiche là à l'écran, parce que on fait ça régulièrement sur ta chaîne, sur la mienne, et puis on se retrouve sur une de ces vidéos. Allez, à très vite. Ciao, ciao.